Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de confiance. Comment renouer la confiance avec les consommateurs. Et pour ça, on a l'immense plaisir et l'immense honneur de recevoir l'auteur qui compte sur ce sujet, c'est Christophe Brusset. Bonjour Christophe. Bonjour Roland, bonjour à vos invités. Alors, vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez pas loin de 300 pour échanger, partager autour de l'engagement, hein, la masterclass réengager ses équipes à la rentrée avec la méthodologie Gamer, qui est la méthodologie historique utilisée par les équipes d'Incentive un peu partout dans le monde. N'hésitez pas à retrouver cette masterclass si vous n'avez pas pu y assister sur notre chaîne YouTube en tapant Incentive masterclass de l'excellence commerciale. Voilà, alors, les masterclass sont rendus possibles par le sponsoring d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'engagement commercial pour pouvoir onboarder, former, engager, animer et coacher ses équipes commerciales vers le succès. Incentive travaille aujourd'hui dans un peu plus de 20 pays et est disponible en 9 langues dans des industries comme la banque, l'assurance, la grande distribution, les technologies, la restauration ou les services. La page de pub est terminée et donc on a le grand plaisir de t'accueillir Christophe. Est-ce que Amaury, tu peux peut-être nous brosser le portrait de Christophe avant qu'on commence cet entretien? Bien sûr, Roland. Alors, Christophe Brusset, vous êtes un spécialiste d'un monde peu connu et pourtant tellement important dans nos vies. En effet, votre secteur de prédilection, c'est l'agroalimentaire, une industrie dans laquelle vous avez travaillé pendant 27 ans. Vous débutez vos études en 1990 et obtenez un diplôme d'ingénieur à l'Université de technologie de Compiègne, puis un master en management. Au cours de votre carrière, vous avez travaillé pour des distributeurs, des producteurs ou encore des industriels. Et vous enchaînez les promotions, d'abord ingénieur projet, puis acheteur, trader, responsable d'achat et enfin directeur achat. Et malgré cette belle carrière, vous décidez de mettre en lumière les éléments vous ayant choqué au fil des années. Et en 2015, vous sortez votre premier livre, Vous êtes fou d'avaler ça, qui est un véritable témoignage et un succès immédiat. Sur votre lancée, vous sortez un deuxième ouvrage en 2018, Et maintenant on mange quoi, dans lequel vous donnez notamment des tips aux consommateurs pour apprendre à discerner les bons produits des mauvais. Et enfin un troisième en 2020, Les imposteurs du bio, qui cette fois se concentre sur les labels bio ainsi que la perte de confiance des consommateurs. Vous intervenez régulièrement dans différents médias, radio, journaux, plateaux télévisés, et également un passage très remarqué dans le fauteuil de Thinkerview. Christophe Brusset, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci à vous, mais l'honneur est pour moi réellement, et puis c'est un grand plaisir de discuter avec des gens comme vous. Écoute, on est ravis de t'accueillir dans ces masterclass au sein de notre communauté de directeurs commerciaux, de managers commerciaux et de patrons d'entreprise. Alors les consommateurs, les clients sont de mieux en mieux informés, sont de plus en plus critiques aussi vis-à-vis des marques. Les réseaux sociaux sont les caisses de résonance de toutes les informations ou désinformations possibles. Finalement, pour une marque, maintenir, conserver, construire, rétablir une confiance, c'est un vrai challenge. Alors, je vais poser une première question peut-être un peu provocante, mais quels sont les risques réels encourus par les consommateurs aujourd'hui dans l'agroalimentaire? Oh, bah, écoutez, c'est assez facile, hein. Vous avez réellement des risques à court terme, on va dire, et puis des risques à plus long terme. Les premiers risques, hein, et on l'a vu avec l'affaire toute récente des pizzas Fresh Up de Buitoni, c'est-à-dire un risque d'empoisonnement, c'est-à-dire d'infection alimentaire. Si le processus est mal contrôlé et puis vous avez par malheur des germes pathogènes, hein, Escherichia coli, salmonelle dans les produits, vous avez des risques d'intoxiquer vos consommateurs et potentiellement d'avoir des morts, surtout des personnes fragiles, hein, des enfants en bas âge et puis des personnes âgées. Il faut savoir par exemple qu'en France, chaque année, vous avez, alors, ça dépend un petit peu des sources parce que c'est très difficile à mesurer, mais vous avez plusieurs millions d'infections alimentaires et vous avez alors toujours pareil, hein, il n'y a pas de statistiques officielles puisque c'est difficile de déterminer l'origine précise du décès, mais vous avez entre 200 et 500 morts
par des accidents, des consommations de produits alimentaires. Alors, bien entendu, les industriels sont responsables de très très peu, puisque l'essentiel des intoxications se font dans les restaurants, restauration collective ou même à la maison, hein, c'est-à-dire mauvaise préparation, etc. Mais il faut avoir conscience en tant qu'industriel que effectivement, si on fait mal son travail, si on contrôle mal ses produits, on peut avoir des décès chez les consommateurs. C'est quelque chose qu'il faut prendre extrêmement au sérieux. On peut également citer tout ce qui est problème allergène, c'est-à-dire que si vous avez des contaminations et puis des allergènes dans vos produits, ça peut être également extrêmement grave. On connaît tous hein, les allergènes classiques, hein, les arachides, la moutarde, etc. Et donc, c'est pareil, vous avez un risque extrêmement important à ce niveau-là. Ensuite, vous avez des risques sur le long terme qui ne sont pas forcément liés à des défauts du produit, mais qui sont liés au produit lui-même, soit parce qu'il est ultra transformé et qu'il contient beaucoup d'additifs ou de produits toxiques. On a beaucoup parlé récemment des nitrites dans les charcuteries, par exemple, qui viennent d'être reconnus cancérigènes par l'ANSES, alors qu'il était déjà par l'OMS depuis quelques années. Donc, les études récentes, par exemple, de l'INSERM, de l'INRA, etc., démontrent qu'effectivement, consommer beaucoup de charcuterie augmente le risque de cancer, notamment le cancer du côlon. Donc, vous avez des risques long terme. Si on consomme beaucoup trop de produits transformés, même chose, on augmente les risques d'attraper des maladies cardiovasculaires et des maladies chroniques, diabète notamment. Si on consomme des produits de la malbouffe en général, c'est-à-dire des produits déséquilibrés, ultra transformés, etc., vous ingurgitez beaucoup trop de calories, hein, les fameux produits sucrés, les produits gras, également trop de sel. Donc, vous avez à la fois des risques court terme si les contrôles sont mal faits, vous avez à la fois des risques long terme si vos produits sont trop déséquilibrés, et vous avez aussi des risques qui ne sont pas sanitaires, mais où vous allez surpayer un produit. Hein, si par exemple, on vous ment sur la qualité ou si on vous amène à penser que le produit est de meilleure qualité que ce qu'il est réellement, vous allez payer plus cher que ce que vous seriez prêt à payer si vous aviez eu connaissance de tous ces éléments. Ou alors, on vous fait acheter un produit que vous ne vouliez pas acheter. Hein, par exemple, si vous voulez acheter du bio et qu'en face c'est du faux bio, ou si vous voulez acheter un produit, je ne sais pas moi, cachère et halal, alors qu'il est en réalité pas du tout cachère et pas du tout halal, etc., etc. Donc, il y a effectivement beaucoup de notions différentes avec beaucoup de produits différents également, ce qui complexifie les choses. Alors pour les marques, finalement, le thème d'aujourd'hui, c'est la confiance. Hein. La confiance, comment est-ce qu'on construit la confiance, comment on la rétablit. Pour les marques, c'est un vrai challenge, puisque finalement, on s'aperçoit qu'un défaut dans une usine, quelque part dans le monde, qui a un impact même sanitaire assez limité, peut avoir une répercussion sur l'image de la marque qui peut être colossale. Dans les grands scandales qu'on a vus ces dernières années, hein, que ce soit Volkswagen, Findus, Buitoni, dont tu parlais à l'instant, Kinder récemment. Quels sont les cas où on peut analyser une bonne réaction de la marque à ce qui s'est passé pour retrouver la confiance, et quels sont les cas où on peut identifier des faiblesses dans comment la marque a traité le sujet? Est-ce qu'il y a des exemples concrets que tu peux nous donner pour illustrer finalement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Écoutez, c'est une excellente question et c'est extrêmement difficile parce que je pense qu'on peut y répondre que si on se met dans une perspective longue. Si on prend par exemple l'affaire des pizzas Buitoni, donc c'est une filiale du groupe Nestlé, et si on regarde la communication qui a été faite par Nestlé et les réactions ensuite, classiquement, je vais dire, il y a eu une réaction défensive de Nestlé qui était de dire bon bah écoutez, notre priorité, de réaffirmer que leur priorité c'est effectivement la santé de leurs consommateurs, qui mettaient tout en œuvre pour identifier les causes du souci. Mais en même temps, dire aussi que, écoutez, il n'y a rien qui prouve que c'est vraiment notre produit qui a empoisonné ces gens et rien ne prouve qu'on ne respectait pas les protocoles. Donc, il y a une discussion maladroite, à mon sens, qui s'est faite en deux temps pour dire, d'une part, écoutez, chez nous, on est clean quelque part et c'est notre priorité, donc de réaffirmer des choses très positives. Et puis, il y a eu un deuxième temps, c'est-à-dire qu'on ressurgit des images du passé, des interviews du passé, notamment sur des sites comme Monsieur Mondialisation, des images qui ont été reprises ensuite par BFM, donc des alertes qui avaient été données sur l'usine dans laquelle étaient faites les pizzas, qui sont ressorties à cette occasion en fait. Puisqu'on avait l'actualité qui était braquée sur Nestlé, en fait, toutes les casseroles de Nestlé ou tous les éléments négatifs de Nestlé de ces dernières années
qui étaient sur le net, les personnes qui s'en plaignaient sont ressorties. Et on a eu aussi donc, des témoignages donc, de personnes comme Yasmine Motarjami, qui est une amie personnelle et une lanceuse d'alerte qui a été en procès avec Nestlé pendant plus de 10 ans. C'était l'ancienne directrice qualité Monde, qui a été, enfin, les jugements sont encore en cours, mais a priori, il y avait une différence de vue sur la façon de gérer la qualité dans l'entreprise entre cette personne-là et Nestlé. Cette personne affirmait qu'elle avait été ostracisée, mise au placard par Nestlé parce que l'audit qualité qu'elle avait demandé lui avait été refusé et qu'en fait, d'après ses déclarations, Nestlé ne prenait pas la qualité suffisamment au sérieux. Donc, vous voyez aujourd'hui, surtout quand vous avez un scandale, dire chez nous tout est parfait, tout va bien, le client est notre priorité, etc. Ça marche plus. Ça marche plus du tout. Et si en plus vous avez ce que je peux appeler des casseroles, ou si quelque part vous avez eu des critiques par le passé, ces critiques vont ressurgir, être repris par les médias avec, j'allais dire, avec délectation, pour montrer quelque part que votre parole n'est pas sincère. Donc, on en vient à cette notion, et c'est ce que moi je défends depuis la parution de mon premier livre. On a besoin, surtout l'industriel, c'est son intérêt de transparence et d'honnêteté. Il est terminé pour moi le temps où on pouvait s'arranger avec les autorités pour étouffer un scandale. Ça, c'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez les associations, vous avez les lanceurs d'alerte, vous avez des ONG comme dans l'alimentaire, par exemple, comme Foodwatch, des gens qui n'hésitent pas à faire ce qu'ils appellent du name shaming, c'est-à-dire de citer les marques, de citer les noms, de faire des analyses, de dénoncer. Et tout ça, ça reste sur Internet, c'est indélébile. Donc, vous avez tout intérêt, quand un scandale arrive, déjà à vous dire, bah, écoutez, on reconnaît qu'il y a un problème, on s'excuse, on va voir, on va investiguer, mais des phrases du genre la qualité c'est notre priorité, nos clients sont c'est souvent perçu comme une insulte si quelque part on n'a pas d'éléments, enfin si quelque part vous avez des éléments, enfin des éléments relativement probants qui démontrent que votre discours n'est pas sincère. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Ensuite, c'est terminé, la confiance est perdue. Donc la confiance, finalement, c'est très éphémère, ça se construit lentement et ça se détruit vite. Oui, exactement. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous pouvez construire une marque, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux, hein, parce que la publicité est extrêmement coûteuse, hein, que ce soit sur Internet ou par les médias traditionnels. Et quand vous avez une affaire, un scandale, vous parliez de Volkswagen avec le Dieselgate aux États-Unis, c'est une affaire qui encore aujourd'hui leur colle à la peau, quoi. Je pense que ce problème avec les pizzas Nestlé, etc., c'est pas du tout quelque chose qui va s'éteindre du jour au lendemain. Et le manque d'investissement financier dans la qualité, dans les contrôles, dans la transparence, à mon sens, se paye beaucoup plus cher le jour où vous avez une alerte et un scandale. Alors nos auditeurs, hein, encore une fois, qui sont des directeurs commerciaux, vont se dire, OK, c'est bien, moi j'ai un business à gérer, il faut que je continue à construire la confiance avec mes clients, que je préserve la réputation et que je développe la réputation de l'entreprise. Quels sont les différents contrôles qualité, alors peut-être qui existent dans l'agroalimentaire, et comme ça donnera peut-être des idées aux uns et aux autres sur le type de contrôle, de méthode, de process qu'on peut mettre en place dans son entreprise pour éviter des dérives et des accidents d'image. Est-ce que tu peux nous décrire quelque sorte quels sont les process qui sont mis en place dans l'agroalimentaire pour éviter ces dérives? Très bien. Écoutez, le premier niveau de contrôle dans l'agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle les autocontrôles. C'est-à-dire que les industriels et les importateurs, donc ceux qui importent sur le marché commun, ce qu'on appelle le premier importateur, sont responsables juridiquement de la qualité de ce qu'ils importent et de ce qu'ils vendent. Donc, c'est à eux de s'assurer que les produits qu'ils mettent sur le marché sont sans danger et respectent la réglementation. Par rapport à ça, les industriels se basent sur les normes officielles. Donc, vous avez par exemple en France les normes AFNOR qui permettent de dire bah voilà, qu'est-ce qu'un poivre, qu'est-ce qu'un concentré de tomate, etc. Et vous vous assurez que les paramètres du produit que vous achetez ou que vous mettez sur le marché sont conformes aux critères officiels. C'est de votre responsabilité. En plus de ça, vous avez des contrôles des autorités, hein, notamment en France la DGCCRF, donc ce qu'on appelait les fraudes avant, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui dépend du ministère de l'économie.
et qui a quelque chose comme 3000 agents aujourd'hui pour contrôler tous les produits qui sont fabriqués, importés, transformés en France. C'est-à-dire non seulement l'alimentaire, mais toute l'industrie, plus les services, enfin, plus les restaurants, etc., etc. Donc, les contrôles officiels, vous pouvez tout de suite oublier, puisque avec 3000 agents, donc, qui ne sont pas tous sur le terrain à faire des contrôles, c'est totalement dérisoire et insuffisant. Moi, j'ai quasiment connu aucun contrôle au cours de mes presque 30 ans de carrière. La DGCCRF n'a pas les moyens de travailler, a de moins en moins les moyens de travailler, et tout ce qui est contrôle de l'alimentation va passer de la supervision du ministère de l'économie au ministère de l'agriculture. Si on voulait tuer les contrôles en France, il n'y aurait pas de meilleure stratégie que celle-là. C'est-à-dire réduire les effectifs et la mettre sous tutelle du ministère de l'Agriculture. Quand on sait comment est gérée l'agriculture en France, c'est relativement inquiétant. Donc, en réalité, c'est à l'industriel de se prendre en main et de faire lui-même les contrôles qui vont bien. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile parce que d'une part, c'est coûteux. Plus vous faites de contrôles, plus vous les payez, parce que c'est à la charge de l'industriel, alors qu'un contrôle de l'État est à la charge de la collectivité. Donc, vous devez mettre en place des contrôles, vous devez payer pour ces contrôles. Si vous avez des résultats qui sont négatifs, vous avez un problème. Si vous avez un résultat qui met en danger la vie de vos, enfin la vie, qui met en danger d'éventuels consommateurs, vous devez obligatoirement faire une déclaration au service de l'État. Donc, vous avez beaucoup de contraintes qui reposent sur les épaules des industriels. Et malheureusement, c'est vrai que certains sont tentés d'alléger les contrôles, de ne pas forcément déclarer ce qu'ils devraient déclarer. Voilà, c'est malheureusement une dérive assez fréquente. Alors le deuxième sujet dont on a parlé en préparant cet entretien, c'est la transparence et les contrôles et la transparence. Quel rôle joue la transparence et jusqu'où être transparent? Moi, je milite depuis mon tout premier livre, depuis 2015, pour le plus de transparence possible. Après, il faut que la transparence soit utile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt de tout dire, voilà, parce qu'on noie les consommateurs sous trop d'informations et d'informations inutiles. Mais je pense qu'il est important de communiquer à ses clients, alors quel qu'il soit, soit le consommateur final, soit les supermarchés, si on vend à un distributeur, de leur communiquer ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de positif, sans pour autant mentir ou en rajouter. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la confiance est difficile à gagner, mais très facile à perdre. Donc, je pense que si on fait rien de bien ou peu, à la rigueur, autant peu communiquer. Par contre, si on met en place des choses et qu'on le fait avec une vraie volonté, c'est-à-dire c'est pas juste mettre en place, je sais pas moi, de dire qu'on devient une entreprise citoyenne, une entreprise militante ou un plan carbone, etc. pour la communication. C'est-à-dire qu'il faut le faire parce qu'on a réellement envie de le faire et parce qu'on est concerné. Et en plus, ça a beaucoup d'intérêt, puisque je l'ai vu dans les entreprises où j'étais, c'est-à-dire que si vous mettez en place des plans d'action anti-carbone, anti-travail des enfants, etc., anti-sustainabilité, c'est-à-dire, j'arrive pas à trouver le mot en français, non pas responsable, Responsabilité. responsable et puis durable, voilà, durable. Ouais. En général, vos propres employés, vos actionnaires sont assez partants pour ce genre de démarche, surtout aujourd'hui où on a quand même, globalement, on va dire, pris conscience de l'urgence climatique, environnementale, etc. Donc, c'est à la fois un outil de communication, mais c'est aussi un outil de motivation en interne des salariés. Et de plus en plus, vos clients, vos distributeurs, etc., et y compris aussi la nouvelle réglementation, vont vous imposer de mettre en place ce genre de mesures. Donc, comme de toute façon, ça deviendra de plus en plus obligatoire, donc autant prendre les devants, autant le faire bien, autant le faire avec motivation. Et à ce moment-là, on peut communiquer sans avoir la crainte d'avoir, on va dire, une attaque inattendue sur de faux engagements. Donc c'est des plans d'action, des engagements, mais des engagements illustrés par des plans d'action très clairs. Oui, très bien. Et c'est vrai, par exemple, dans l'entreprise où je travaille aujourd'hui, on a des plans d'action carbone, par exemple, donc on a des certifications carbone. On peut calculer nos émissions, on peut mettre en place des choses pour les réduire. Donc tout ça peut être communiqué, c'est-à-dire que voilà, effectivement, par tout ce qui est label, c'est vrai qu'on parlera peut-être un peu plus des labels tout à l'heure, mais les labels sont quand même censés être du moins une garantie extérieure et objective pour une démarche donnée, soit du côté social, soit le bio, soit un label supérieur de qualité. Donc les labels sont quand même des outils extrêmement utiles pour prouver ce que vous dites et prouver ce que vous faites.
Donc oui, c'est un bon moyen de communiquer. Après, vous avez avec les réseaux sociaux des tas de moyens. Vous pouvez communiquer avec des gens qui vous suivent. Vous pouvez demander à vos salariés de communiquer. Vous pouvez obtenir des labels de certification d'entreprise. Par exemple, Great Place to Work, un label qui certifie que l'entreprise est un endroit qui respecte ses salariés, etc. Dont Donc nous vous avez avons reçu le aujourd'hui, directeur général, Julien Brézin, il y a quelques mois. voilà, On le donc vous voyez, salue. vous avez beaucoup, et même quelque part, j'allais dire, vous avez trop aujourd'hui de labels. C'est vrai que les consommateurs s'y perdent un petit peu entre la concurrence des labels sur ce qui doit être social, équitable, carbone, recyclable, etc. etc. Alors, il y a une anecdote que tu as partagée au sujet je vais montrer l'image, du thé gunpowder, hein, Gunpowder, poudre à thé canon. vert, poudre à canon, le thé vert chinois. Ouais, tout à fait. Et alors, ce thé, est-ce que tu peux nous raconter ce qui est arrivé comme erreur marketing ou de label sur les producteurs de ce thé? Oui, effectivement, on en avait parlé parce que c'était une anecdote assez amusante. Moi, à l'époque, ça m'avait assez marqué. Alors, c'est vrai que l'entreprise dans laquelle je travaillais était probablement le plus gros importateur de thé vert de Chine, et notamment pour les marchés d'Afrique francophone. C'est-à-dire dans ces pays-là, notamment Maroc. Le Maroc est très célèbre pour son thé vert à la menthe. Et le thé vert à la menthe, il est généralement traditionnellement fait avec le thé vert de Chine de cette spécialité, c'est-à-dire gunpowder. Ce sont des feuilles qui sont séchées et qui sont roulées, donc on a des espèces de gros tambours qui tournent, et les feuilles en séchant prennent une forme de petite boule. Voilà. Et ça ressemble à l'ancienne poudre à canon des siècles passés. Vous voyez, ça fait une espèce de petite bille, en fait, si vous voulez. Donc ces produits-là, on en importait des centaines de tonnes pour l'Afrique, pour la France, pour l'Europe, enfin voilà. Et on avait donc des concurrents qui avaient sur leurs emballages, donc ce sont des emballages, des petites boîtes carrées, des petites boîtes cubiques de différentes tailles suivant le grammage, et qui avaient pour habitude de mettre des étoiles sur leurs produits, qui étaient censés être le reflet de la qualité du produit à l'intérieur. Donc vous aviez chez un même fabricant un produit 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles pour les meilleurs. Donc bah voilà, on en voit ici. Même quelquefois la marque avait le nom étoile dedans. Et en fait, nous, on avait aussi nos marques, on avait plusieurs marques sur différents marchés. Et puis, on s'est dit, puisque les consommateurs associent le nombre d'étoiles à la qualité, on va être celui qu'on aura le plus. Donc, on est passé assez rapidement à 5 étoiles, 7 étoiles. Bon, là, je ne sais pas combien vous en avez. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que nos concurrents ont réagi en mettant eux aussi de plus en plus d'étoiles. Et à la fin, on s'est retrouvé sur nos paquets, avec des étoiles sur tout le bord de la boîte. Donc, le nombre d'étoiles était on n'arrivait plus à les compter tellement il y en avait. Et ça a contribué, en fait, malheureusement, à ce que les consommateurs soient perdus et ne fassent plus confiance au nombre d'étoiles sur les paquets. Donc, finalement, on a tous perdu là-dessus. Et notre paquet super étoilé a disparu. Et je crois qu'aujourd'hui, la marque n'existe plus. Et alors, donc, cette anecdote, elle illustre finalement peut-être aujourd'hui la profusion des labels et la difficulté du consommateur ou du client à se retrouver dans ces labels, c'est ça? C'est vrai, on est un parmi une foule à vouloir vendre son produit, et on essaie de trouver les moyens de le mettre en avant. Alors, les labels en sont un. Nous, on avait trouvé ces étoiles qui étaient quelque part une sorte de label privé, on va dire. C'est-à-dire que chacun pouvait mettre son étoile sans avoir de royalty à donner à qui que ce soit. On pouvait décider du nombre d'étoiles qu'on voulait donner. Et effectivement, c'est là la limite des labels. C'est-à-dire que quand le label ne veut plus rien dire, quand vous mettez 10 étoiles sur un produit qui était exactement le même que le produit d'il y a 2 ans, ou alors que vous aviez à l'époque 3 ou 4 étoiles, le consommateur n'est pas idiot, il ne réagit pas tout de suite, mais au bout de quelques années, il finit par se rendre compte que ce label ne vaut plus rien, en fait. Donc, ce qu'on a connu avec nos étoiles, on l'a connu aussi avec des labels type Label Rouge. Label Rouge en agroalimentaire était un label très réputé il y a quelques années, qui avait vraiment le vent en poupe, qui était réellement un signe distinctif de qualité supérieure. Et malheureusement, on a eu un petit peu une attaque des industriels pour pouvoir avoir beaucoup plus de produits labellisés Label Rouge. Donc, on a eu des labels rouges qui ont été dégradés, donc des labels qui ont été, cahiers des charges qui ont été simplifiés, notamment sur le foie gras. Donc, il y avait eu une rébellion des fabricants de foie gras traditionnels pour dire non, non, nous, on veut défendre un label rouge exigeant. Et les industriels qui ont dit non, avec ce label rouge, on peut quasiment pas produire de foie gras label rouge, il faut qu'il soit facilité. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le label rouge a été dégradé. Et aujourd'hui, la force du label rouge a beaucoup diminué et le label est plus tellement pris au sérieux.
Vous avez également le même risque, et ça j'en parlais avec des journalistes de différents médias français tout récemment, sur le label bio. C'est-à-dire que le label bio, aujourd'hui, vous avez une vraie confusion entre les labels officiels, hein, AB en France et Eurofeuille pour l'Europe, et tous les labels privés bio, donc Déméter, Biocohérence, Nature et Progrès, et une trentaine d'autres. Donc vous voyez, vous avez beaucoup de labels, donc vous avez trop de labels, et vous avez des niveaux d'exigence qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire que le label officiel, AB, etc., est, selon certains, selon beaucoup et selon moi, beaucoup trop tolérant pour que le produit soit réellement considéré comme naturel et sain. Donc, quand vous avez aujourd'hui un mouvement, c'est-à-dire que les consommateurs sont assez friands de ce genre de garantie, donc ils ont tendance à suivre assez naturellement et assez rapidement un label. Et malheureusement, quand ils se rendent compte que la promesse, quand ils ne croient plus à la promesse ou qu'ils se rendent compte que la promesse n'est pas aussi merveilleuse que ce à quoi ils s'attendaient, à ce moment-là, ils s'en détournent et ils passent à autre chose. Très bien, bah, écoute, un grand merci. Et donc, est-ce qu'il y a des conseils peut-être qu'on peut donner à nos auditeurs sur, ou en conclusion, sur la gestion de cette confiance avec ses clients, cette confiance avec ses consommateurs? Quels sont peut-être en cas d'accident, la phrase, les quelques conseils clés qu'on peut donner à notre communauté pour réagir efficacement et puis reconstruire une image authentique, hein, puisque tu parles beaucoup d'authenticité, Ouais. de plan d'action, de démonstration. Voilà, par quel conseil est-ce qu'on pourrait conclure cet entretien? Bah, écoutez, moi je pense que déjà il faut éviter de donner du grain à moudre à tous ceux qui pourraient se gausser d'une réaction inappropriée. C'est-à-dire que quelquefois, il vaut mieux pas communiquer que mal communiquer, hein. C'est-à-dire que si vous communiquez mal, ce sera forcément repris, analysé, commenté, et plus vous communiquez mal, plus l'information que vous donnez est fausse, erronée, grossière, etc., plus ce sera repris et ça vous reviendra comme un boomerang. Donc, je ne suis pas un pro de la communication, mais ce que je constate pour des affaires qui m'intéressent beaucoup, hein, puisque j'écris dessus, j'enquête dessus, et vraiment, je les suis avec tout le réseau que je peux avoir dans les ONG, les lanceurs d'alerte, etc. Je m'aperçois aujourd'hui qu'on a tendance à mal communiquer, à trop communiquer, entre guillemets, à l'ancienne. Si vous avez une crise, s'il y a des éléments probants qui montrent que ça vient de chez vous, ça ne sert à rien de dire le contraire, ça ne sert à rien de dire que vous n'êtes pas concerné, et ça ne sert à rien de rappeler que la sécurité de vos consommateurs est votre priorité. L'important, c'est de dire, bah, écoutez, on fait les rappels, on les fait vraiment, on les fait honnêtement, on identifie la source du problème et on montre qu'il y a un plan d'action qui est mis en place. Ça, il faut avoir une réaction, à mon avis, très sérieuse et professionnelle plutôt que communicante. Ensuite, c'est assez facile à dire puisque les crises sont quand même de nature très différente. Ça dépend réellement des situations, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de la nature du problème. Vous pouvez être victime d'un problème qui ne vous concerne que vous, comme par exemple les usines Nestlé pour Buitoni, ou d'un problème général, puisque par exemple on avait eu tout récemment aussi les problèmes de l'oxyde d'éthylène qui avait contaminé du sésame et qui par ricochet avait contaminé beaucoup de produits, beaucoup d'industriels. Donc là, vous êtes victime, comme beaucoup d'autres, d'un phénomène qui vous dépasse un petit peu. Donc là, je pense que la bonne communication à faire, c'est de dire, voilà, oui, on a apparemment subi ce problème-là, on fait nos rappels et on met en place des choses pour que ces choses-là ne se reproduisent pas, parce que on est, nous aussi, industriels, les premières victimes d'un scandale. C'est vrai que Nestlé, par exemple, est autant victime non, parce qu'il y a eu quand même des décès dans cette affaire-là, mais Nestlé se retrouve victime d'une situation et elle a tout intérêt à trouver les meilleures solutions pour pas que ça se reproduise. Très bien, un immense merci Christophe. Les deux dernières questions traditionnelles à tous nos invités, c'est ta plus belle expérience de management et une citation qui t'inspire, Christophe. Alors, la plus belle expérience de management, j'en ai eu beaucoup, mais quand j'étais tout jeune acheteur, il y en a une qui m'a beaucoup marqué pendant toute ma carrière. Alors, j'étais vraiment jeune acheteur, hein, je sortais de l'école et c'était mon premier job d'acheteur. J'avais été un tout petit peu ingénieur avant, mais bon, c'était mon premier job d'acheteur, donc j'étais vraiment un nouveau venu dans le métier. Donc, bon, j'avais appris ce qu'on m'avait appris à l'école, c'est-à-dire les techniques, les financements, enfin, etc. Donc, la technique, je connaissais un peu, on va dire, mais la pratique, pas du tout. Et donc, j'avais été pris sous l'aile du directeur général de l'entreprise qui m'avait embauché, et on était allé voir ensemble des fournisseurs, notamment c'était en Turquie à l'époque. Et
donc voilà, donc c'était quelqu'un d'extrêmement intéressant, pas toujours très honnête, mais extrêmement intéressant. Et on a eu une discussion très tendue avec un fournisseur avec qui on avait cassé un gros contrat récemment. Donc moi, je ne connaissais pas du tout l'affaire. Il m'avait juste dit, bah voilà, on va voir tel fournisseur parce que c'est un fournisseur important, mais sache qu'on avait un gros contrat avec lui, puis que j'ai dû le casser, j'ai dû l'annuler. Bon, voilà. On arrive là-dedans, et puis la discussion commence avec le fournisseur, et puis donc, le directeur général lui explique, ah oui, on a dû casser ce contrat, malheureusement, on n'avait pas le choix, on a perdu le marché, le client nous a fait faux bon, etc. On ne pouvait absolument pas, donc c'était vraiment indépendant de notre volonté, on n'y est pour rien, vraiment désolé, mais continuons à faire du business. Et là, le fournisseur a sorti tous les documents de douane, donc des documents officiels, qui montraient que le contrat qu'on avait cassé chez lui, on l'avait acheté chez un de ses concurrents. Donc, il avait les factures d'achat, les documents de transport, les documents douaniers, tous les documents officiels qui prouvaient, enfin, c'était indubitable que effectivement, on l'avait banané et que on avait, enfin voilà, on avait acheté moins cher à son principal concurrent. Alors bon, moi ça, je me suis dit bah, tiens, allez, on est pris, qu'est-ce qu'on va, et à ce moment-là, mon directeur a dit c'est quand même scandaleux, comment se fait-il que votre concurrent fasse des faux documents pour faire croire que je sais pas. La leçon que j'en ai retenue, c'est que même face à une situation qui paraît désespérée, il faut quand même s'accrocher et il faut quand même se battre. Alors, je ne dis pas qu'il faut casser des contrats à fraude, etc. C'est une chose que je ne fais jamais. Personnellement, par éthique personnelle, je ne casse jamais un contrat, même si quelque part ça nous est défavorable, parce que pour moi, la réputation, quand on parle de réputation et de transparence, c'est vraiment une valeur ajoutée extrêmement importante. Mais quand on sait que la relation commerciale, puisque acheteur, vendeur, c'est à peu près la même chose. Moi, je suis acheteur, enfin, directeur des achats, etc. J'ai une formation d'acheteur, mais j'étais aussi trader, donc j'ai aussi vendu des produits. Et puis pour moi, je ne fais pas une grosse différence entre l'acheteur qui vend et puis le vendeur. C'est les deux parties prenantes d'une même transaction. Donc les outils sont les mêmes, etc. Donc c'est-à-dire déstabiliser, donner des vraies informations ou des fausses informations, etc. Donc, pour moi, la vraie leçon, ça a été que quelle que soit la situation, même si on est mal à l'aise, même si ça paraît perdu d'avance, même si toutes les preuves sont contre vous, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à se battre. Et puis finalement, on a fait un petit peu un mea culpa et on s'en est sorti avec ce fournisseur avec qui on a travaillé par la suite. Donc, on savait qu'on ne peut plus lui raconter n'importe quoi. Et plus belle citation qui t'inspire, Christophe? Alors moi, la citation qui m'inspire, c'est une citation de Condorcet que j'ai beaucoup appréciée, en fait, ma femme est enseignante, donc je m'intéresse aussi beaucoup aux questions d'éducation, etc. Et alors, c'est une citation assez longue et je l'ai pas exactement, mais c'est quelque chose du genre. C'est en apportant la lumière que en réduisant la corruption en réduisant la corruption. J'ai plus la phrase exacte, mais. Alors je l'ai noté parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est en répandant les lumières que réduisant la corruption à une honteuse impuissance, vous ferez naître ces vertus publiques qui seules peuvent affermir et honorer le règne éternel d'une paisible liberté. Avec tout le style de Condorcet, c'est absolument splendide. C'est dans ses mémoires pour l'instruction publique, donc c'était en 1791. Le pauvre Condorcet, malheureusement, s'est fait guillotiner peu de temps après, mais c'est un texte extrêmement bien écrit. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette citation, que j'ai du mal à retenir parce qu'elle est un petit peu trop longue, et puis le français aujourd'hui, c'est quand même nettement simplifié, on va dire. Mais en gros, ce qu'il veut dire, c'est que c'est en éduquant et en étant transparent, c'est-à-dire, voilà, les lumières, c'est vraiment ça, c'est-à-dire en donnant les moyens aux personnes de comprendre, que à ce moment-là, les choses s'améliorent. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire que le règne d'une paisible liberté, c'est en éclairant les foules, les citoyens, que les gens peuvent comprendre, qu'ils peuvent prendre leur destin en main et le faire de manière éclairée et de manière intelligente. Donc, je me l'applique aussi à moi. Grâce à toi, Christophe, nous sommes aujourd'hui un peu mieux éclairés sur ces enjeux agroalimentaires qui ont beaucoup de parallèles dans nos organisations commerciales. Un immense merci d'avoir partagé avec nous ton expérience. Quelques ressources complémentaires. Ton livre, Les importateurs. Alors bien sûr, vous êtes fou d'avaler ça. Hein, ton premier ouvrage paru en 2015. Les imposteurs du bio paru en 2020. Également un livre de référence sur la confiance, un livre américain écrit par Sandra Sucher et Shailene Gupta, How Companies Build It, Lose It and Regain It, comment les entreprises construisent la confiance, la perdent et la regagnent. Et puis un TED Talk de Erin Baumgartner,
sur également une très jolie fable, anecdote sur la confiance. Et puis, le livre à paraître le 12 octobre prochain, ton prochain ouvrage, La Malbouffe contre-attaque, déjà en précommande à la FNAC. N'hésitez pas, c'est un livre qui est absolument passionnant. Voilà, un immense merci à toi, Christophe. Si tu as encore quelques minutes, on va te garder pour la session de questions-réponses avec nos auditeurs. Et pour ceux qui Volontiers. doivent partir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Aude Duthuin, la fondatrice du Women's Forum, un entretien absolument extraordinaire sur changer le monde par les femmes. Changer le monde par les femmes, c'est le dernier ouvrage, un entretien avec Agathe Cagé, un entretien de Aude Duthuin. Changer le monde par les femmes, c'est les masterclass de l'excellence commerciale jeudi prochain. Voilà, merci à tous de votre fidélité et pour ceux qui ont encore quelques minutes, et Christophe, si tu Avec plaisir. si tu le peux, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans l'interface de GoToWebinar et Amaury va nous les lire. Voilà, merci à tous. Amaury, est-ce qu'on a déjà des questions de nos auditeurs? Alors, on a quelques questions. Une première que je trouve très intéressante parce qu'on y avait pensé en discutant tous les deux, qui fait référence aux applications qui permettent de scanner des produits. On nous demande est-ce que ces applications sont fiables, notamment en matière d'aliments, parce que c'est pas disponible que pour les aliments. Quelle est votre opinion dessus? Oui, en termes de fiabilité, il n'y a pas de souci, puisque ces applications, donc, notamment Yuka, hein, qui est la plus célèbre, et que je connais bien, puisque bon, je connais aussi les fondateurs avec qui on a de très bonnes relations. En fait, c'est une façon de lire les étiquettes plus facilement. C'est-à-dire que ça renvoie à une base de données dans laquelle sont entrées les informations de l'étiquetage, notamment la composition, la valeur nutritionnelle, le fait que ce soit du bio ou pas, et le type d'additif à l'intérieur. C'est une information utile, c'est une simplification, ça permet au consommateur, sans avoir à lire l'étiquette, d'avoir une première idée de la qualité du produit. Mais il ne faut pas en attendre plus que ce que c'est prêt à donner. C'est-à-dire que quand vous faites une évaluation, vous devez forcément choisir vos critères. Et malheureusement, tous les critères ne peuvent pas entrer dans les applications. D'accord. Merci. Une deuxième question un peu longue. Comment un lanceur d'alerte dans l'agroalimentaire peut-il être certain à 100% que c'est bien le produit objet de l'alerte qui est en cause, puisque le consommateur utilise plusieurs produits et qu'il est difficile de dire avec précision quel est le produit étant en porte-à-faux? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une très bonne question. Mais en règle générale, enfin, en ce qui me concerne, quand on lance une alerte sur un produit particulier, c'est qu'il y a un danger spécifique à ce produit. C'est-à-dire que si un produit contient des salmonelles, s'il n'est pas fait proprement, correctement, etc., on peut dire, voilà, dans tel produit que je connais dans mon usine, par exemple, on fait des pizzas qui ont des salmonelles. Je le sais, je l'ai vu, j'ai vu les analyses, etc., et on ne le déclare pas. Donc, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui dit ça, parce qu'il le sait, et il cible un produit. Ce n'est pas vraiment mon cas. En ce qui me concerne, je cible plutôt les produits de la malbouffe en général, c'est-à-dire les produits déséquilibrés qui vont générer des problèmes de malbouffe, des problèmes d'obésité et de maladies cardiovasculaires, des fraudes qui sont souvent importantes, hein, comme par exemple sur le marché du miel, qui est un marché que j'ai bien connu puisque j'étais acheteur de miel plusieurs années. C'est pas ciblé sur une entreprise et un produit, parce qu'une entreprise, pareil, elle a une vie qui peut être longue et vous avez des dirigeants qui peuvent changer, une politique qui peut changer, des façons de faire qui peuvent changer. Donc, dénoncer une entreprise, pour moi, ça n'a pas de sens. Hein, c'est pour ça que je cite jamais personne, parce que je ne veux pas me pointer du doigt une entreprise qui, peut-être par le passé, a fait des choses répréhensibles, mais qui aujourd'hui serait exemplaire. Hein, et l'inverse aussi est possible. Donc, en règle générale, enfin, en ce qui me concerne, dans l'alimentaire, j'alerte surtout sur certains types de produits, hein, notamment la malbouffe en général, qui est une notion aussi, entre parenthèses, qui est en train d'évoluer aujourd'hui. La malbouffe, c'est plus seulement les produits déséquilibrés, c'est aussi les produits qui contiennent des additifs controversés. Et on peut assez facilement, aujourd'hui, grâce à des études scientifiques, hein, on a par exemple en France, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle la cohorte Nutrinet Santé, c'est-à-dire on a, je ne sais plus, 100 et quelques mille ou 200 000 citoyens qui sont suivis au niveau de leur consommation. Et en fonction de ce qu'ils consomment, on essaie de faire le lien entre leurs habitudes de consommation et les éventuelles survenues de maladies et autres. Et on s'est rendu compte que plus on consommait de nourriture industrielle, donc ultra transformée, plus on avait de chances d'avoir un cancer. Et puis pour des choses comme par exemple les nitrites et nitrates ajoutés à la charcuterie notamment, l'OMS depuis des années signale que les nitrites dans les charcuteries
sont cancérigènes. Il n'y a pas de doute pour eux. Ils sont dans ce qu'ils appellent le groupe 1 des produits cancérigènes. Donc, ils ne la mettent pas au conditionnel. Ils affirment que la charcuterie est cancérigène. Et c'est un avis qui a été validé par l'ANSES en juillet dernier. Donc, on peut lancer une alerte sur ces types de produits, c'est-à-dire les nitrites ajoutés dans les charcuteries, sur les produits déséquilibrés, sans pour autant cibler un produit en particulier ou un industriel en particulier. Très bien, merci beaucoup. Une troisième question. Est-ce que les circuits courts ou bien les produits locaux sont la meilleure solution pour pallier aux problèmes de qualité de la grosse industrie agroalimentaire? C'est assez compliqué parce qu'en circuit court, l'intérêt, c'est surtout pour moi quelque chose de notion écologique, on va dire. Vous évitez de transporter le produit de l'autre bout du monde. Donc, voilà. Et aussi une question sociétale, c'est-à-dire que vous faites travailler des gens qui sont proches de vous. C'est-à-dire que, voilà. Et aussi, vous leur permettez d'avoir une meilleure marge sur les produits qu'ils vendent. Ensuite, au niveau de la qualité des produits, etc., bon, on peut espérer que les produits seront plus frais, mais assez peu de choses vous garantiront que les produits sont exempts de pesticides ou autres. Là encore, si vous achetez en local, c'est mieux d'acheter en local à quelqu'un qui est certifié bio ou Déméter ou autre, c'est-à-dire qui a une garantie objective de qualité. C'est pas parce que quelqu'un est proche de vous, géographiquement j'entends, qu'il va mieux travailler que quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Donc moi, ça m'est arrivé de me dire, bon, super, le circuit court, et puis de me faire avoir au niveau des produits que j'achète. Donc c'est pas une garantie absolue, mais en termes économiques, sociaux, etc., c'est vrai que c'est mieux. D'accord. On a une nouvelle question qui est: quelle est la fiabilité de l'étiquetage à votre avis? Alors l'étiquetage, il y a beaucoup à dire sur l'étiquetage. Donc de toute façon, c'est quelque chose d'obligatoire. Les différentes rubriques de l'étiquetage, donc il y a une norme européenne qui le définit. Vous devez donc indiquer le poids, la composition par ordre décroissant d'ingrédients, etc., etc. Vous avez le tableau nutritionnel qui est aussi obligatoire, c'est-à-dire les calories, la teneur en sel, en sucre, etc. Donc vous avez toutes ces notions qui sont obligatoires. Si vous ne le faites pas, si vous le faites mal, vous pouvez être contrôlé, et ce sont des choses qui sont assez faciles à vérifier. Vous prenez le produit, vous l'analysez et vous pouvez voir ce qu'il y a dedans comme sel, comme gras, etc. Donc, en général, ces indications sont fiables. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Pour moi, il y a quand même un gros problème dans les étiquetages, c'est-à-dire que tout ce qui est auxiliaire technologique, c'est-à-dire c'est une catégorie d'ingrédients qui n'ont pas à être déclarés sur les ingrédients. Donc, c'est autorisé de ne pas les déclarer. Vous avez à peu près 350 à 400 molécules qui sont autorisées. Vous avez des solvants, vous avez, voilà, et dans ces produits-là, vous avez des produits qui sont toxiques, qui sont cancérigènes, comme l'hexane, les solvants organiques, etc. Et rien, en tant que consommateur, ne vous dit qu'ils sont présents dans le produit. Donc, il y a vraiment, à ce niveau-là, au niveau des auxiliaires technologiques, un gros souci. Et ensuite, si vous avez des entreprises qui veulent sciemment frauder, tricher, etc., là, vous n'aurez aucun moyen de le voir dans l'étiquetage. D'accord. Merci. On a peut-être le temps pour une dernière question. Je regarde l'horloge. Faut-il, selon vous, instaurer un système de gestion de création des labels, donc un contrôle global garantissant la qualité? Ça, c'est une bonne Un question. label de label, en quelque sorte. C'est une chose effectivement sur laquelle je réfléchis beaucoup. Alors, vous avez aujourd'hui des labels officiels, comme le label rouge par exemple, les labels bio qui sont gérés en France, je crois, par l'INAO. Donc, voilà. Ensuite, il faut savoir que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est en Europe. Donc, assez peu de choses peuvent se faire au niveau local. Le bio, par exemple, vous avez vu, aujourd'hui, c'est l'Eurofeuille, donc c'est le même bio partout en Europe, c'est la même réglementation. Et pourquoi ce label bio, notamment selon moi, est trop permissif? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un accord qui doit être obtenu avec tous les partenaires européens. Et vous savez que plus vous êtes nombreux à une table, plus c'est difficile de vous mettre d'accord. Et en règle générale, l'accord se fera sur le plus petit dénominateur commun. Donc aujourd'hui, le bio ne prend pas du tout en compte tout ce qui est l'aspect social, même environnemental. Dans le bio, on ne vous dit pas, vous devez par exemple ne pas chauffer les serres. Vous voyez, il n'y a pas de limitation au niveau du bilan carbone. On n'interdit pas aux fruits et légumes frais de prendre l'avion. Voyez, donc le bio aujourd'hui, la norme du bio souffre du fait qu'on a voulu faire un label officiel et on a voulu le faire au niveau européen. Donc ça, c'est un petit peu la difficulté. Ensuite, ceux qui font ces labels, notamment des labels officiels, sont soumis aux pressions ou aux contraintes ou aux sollicitations des lobbies.
Ce qui fait que aujourd'hui, on a souvent des labels qui veulent plus dire grand-chose, quoi. On a eu beaucoup de critiques du label HVE, par exemple, haute valeur environnementale, pour ce qui était aussi l'agriculture raisonnée. Donc, c'est extrêmement difficile de donner confiance dans un label dont les critères sont pas forcément très transparents. Mais aujourd'hui, si on regarde aussi pour les applications, par exemple, j'ai lu très récemment qu'il y avait une recommandation du Sénat français pour, entre guillemets, reprendre en main les applications. C'est-à-dire les applications type Yuka ont énormément de succès et sont très suivies par les consommateurs. Et malgré, selon moi, qu'il y a une parfaite transparence, puisque si vous allez sur leur site, ils vous disent comment ils font la note, vous avez exactement le pourcentage, et c'est rien d'autre que, je vous dis, une traduction de l'étiquette. Vous avez aujourd'hui clairement une volonté des autorités, de l'État, des politiques, de contrôler ces applications dans l'intérêt, malheureusement, des lobbies qui le leur demandent. Donc, vous avez malheureusement, contre la transparence, toujours des attaques de certains gros industriels. Et ça, c'est un problème. Donc, ensuite, faire le ménage dans les labels, oui, moi j'y suis très favorable. Il y a aujourd'hui trop de labels, ils s'en créent quasiment tous les jours des nouveaux. Par exemple, vous avez tout récemment le nouveau label de Biocop qui a fait un label, c'est bio équitable en France, donc un label qui essaie un petit peu de prendre les paramètres, donc le bio, plus l'équitable, plus le local. Donc ça devient pour le consommateur extrêmement difficile de s'y retrouver. Et pour moi, oui, clairement, il y a trop de labels. Alors, est-ce qu'il faut légiférer ou pas? C'est une bonne question et malheureusement, je n'ai pas de réponse là-dessus. Un immense merci, Christophe Brusset, auteur de Vous êtes fou d'avaler ça. Un immense merci d'avoir partagé avec nous ton expérience et ton point de vue toujours assez franc et assez tranché sur ces questions-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un entretien exceptionnel avec Aude de Thuin, fondatrice du Women Forum, pour parler de comment changer le monde par les femmes. Merci à tous de votre fidélité et à la semaine prochaine. Bonne fin de journée.